La situation est assez claire. La problématique de François Bayrou, c'est pas ce qui va se passer dans la rue, même s'il cherche à prendre l'opinion publique à témoin pour alerter sur le risque de la dette et pour ensuite après jouer les partis responsables contre les partis responsables. Ce qui va intéresser François Bayrou, c'est véritablement ce qui va se passer au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est plutôt quelle est la position du Parti socialiste et quelle est la position du Rassemblement national par rapport aux propositions ou aux amendements qu'il peut faire par rapport au projet de budget qu'il a déjà fait passer. Parce que son avenir politique, en tout cas à très court terme, ne dépend que de la situation parlementaire. Donc elle ne dépend pas nécessairement de la question des mobilisations dans la rue. Ensuite, après, pour ce qui est de la mobilisation en tant que telle, les syndicats sont un peu pris en étau d'une certaine façon entre une opinion publique qui est défavorable à François Bayrou, c'est le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire de la Ve République, et puis les mesures qu'il a annoncées, notamment la suppression des 2 jours fériés, sont soutenues par moins d'1 Français sur 5. Donc il y a une opinion publique qui est contre François Bayrou et contre une partie de la politique économique menée par le président de la République qu'incarne François Bayrou. Mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas non plus se coller, entre guillemets, à des revendications qui sont nébuleuses, à des collectifs qui sont un peu nébuleux. Et ils ont déjà en plus cette histoire difficile avec les Gilets jaunes, où ça avait été compliqué pour les syndicats de se positionner vis-à-vis des Gilets jaunes. Donc finalement, ils sont un peu pris... doublés sur ces questions-là. Ils sont doublés, mais surtout pris en étau entre une opinion publique qui a envie d'une révolte entre guillemets et une révolte du 10 septembre qui était difficile à canaliser. Mais alors la CGT semble plutôt y aller. C'est une vraie question. En fait, François Bayrou a raison sur le constat, mais il a probablement tort sur la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, sur le constat, et il le fait très justement, il y a des chiffres qui l'expliquent, il dit la chose suivante, c'est qu'on va vers une crise de la dette parce qu'aujourd'hui, l'État français dépense plus que ce qu'il ne gagne de manière structurelle et surtout dépense de manière inefficace. On dépense 57% de notre PIB chaque année, donc ça fait quelque chose comme 1600, 1700 milliards d'euros et on en prélève chaque année 1500 à peu près milliards d'euros aux Français et aux entreprises. Or, les Français ne veulent plus augmenter l'impôt. Donc ça veut dire qu'il faut faire un effort sur la baisse des dépenses. Donc ça, c'est le constat que fait François Bayrou et qu'en plus de ça, il faut relancer la production pour créer de la croissance économique parce que sinon, on va léguer un fardeau aux plus jeunes. Le problème étant qu'en fait, comme il a confondu à la fois, en termes de timing, à la fois le constat qui est partagé par de plus en plus de Français, parce que quand on voit les enquêtes d'opinion sur les attentes des Français, la question de la dette et la question des déficits publics a augmenté dans l'opinion publique. On est passé à plus de 50% des Français qui sont inquiets à ça, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il a raison dessus, mais par contre, en fait, sur la manière dont il formule ses mesures, les jours fériés, etc., ça envoie le message aux Français, il faut travailler plus, ce sont vous qui consommez de la dépense publique. Ça concerne moins les retraités aussi. Oui, mais il dit pareil sur les retraités, il dit que ce sont les retraités qui consomment de la dépense de retraite, alors que les retraités peuvent se dire que c'est un revenu qui est différé. Ce sont les cotisations des retraités passés qui financent finalement le modèle, leur revenu. Donc, d'une certaine façon, ils ont déjà contribué au modèle social. Et donc, lui, il dit c'est vous la faute. Il fait peser la faute sur les Français et les retraités notamment, alors que c'est plutôt des erreurs de gestion. En tout cas, c'est ce que probablement les Français pensent sur aujourd'hui le constat que pose François Bayrou. Mais concrètement, dans son projet de discours politique, c'est ce qui manque à François Bayrou aujourd'hui ? C'est ce qui manque, mais c'est ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé dans son plan, si on se rappelle du plan qu'il avait fait sur sa proposition sur le budget, il y a une partie qui s'intitule « Relancer la production ». Et donc, en fait, quand vous voulez relancer la production, ce qu'il dit, c'est qu'il veut fixer, comme il était ancien haut commissariat au plan, et donc c'est de fixer un cap et une stratégie nationale pour relancer la production, parce que si vous regardez différents indicateurs, notamment un indicateur qui est clé, c'est le PIB par habitant. La France avait en 1980 le même PIB par habitant que l'Allemagne ou que les États-Unis, 12 000 $ par tête. Donc c'est le PIB par habitant, c'est la production de richesse rapportée au nombre de Français. Et quand on regarde aujourd'hui, donc 40 ans plus tard, le PIB par habitant des Français est 48 000 $ par tête. Or, en Allemagne, c'est plus de 55 000 et aux États-Unis, c'est quasiment 80 000. Donc c'est-à-dire qu'un Français produit 2 fois moins de richesse qu'un Américain par rapport à il y a 40 ans. Et donc cette nécessité de relancer une production, donc production agricole, production industrielle par une stratégie de relocalisation et donc de simplification de l'activité économique, simplification administrative notamment, est une partie de la réponse à apporter aux Français pour répondre à votre question, fixer un cap pour que les Français se disent finalement on va vers de jours meilleurs plutôt que juste proposer un chemin de labeur et de souffrance à la Winston Churchill. D'autant qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. On a eu les chiffres de la croissance du PIB français ce matin qui se posent quand même. Est-ce qu'on est incapable en France de négocier
négocier. C'est une culture qui nous manque totalement en politique. Antoine Comte a raison. En fait, quand vous regardez et vous prenez à l'échelle des pays de l'Union européenne, sur les 27 pays de l'Union européenne, 24 pays sont gouvernés par une coalition. Et donc, on développait cette culture du compromis. On a les exemples allemands, on a les exemples aux Pays-Bas, etc., etc. Même en Italie, c'est une coalition, en Espagne. Donc, cette culture du compromis, effectivement, manque au Parti français parce qu'on est dans une logique de la Ve République et une logique présidentielle où, justement, on a une logique majoritaire avec un mode de scrutin en plus pour les élections législatives qui favorise, donc scrutin uninominal à 2 tours, qui favorise justement la logique de fait majoritaire pour donner au président de la République les moyens de mettre en œuvre une politique et donc de faire en sorte que le président de la République puisse à la fois incarner l'État, donc être le chef de l'État, et il n'est pas chef de gouvernement, c'est le Premier ministre, mais qu'il incarne finalement la politique quand même de la nation, puisqu'il est élu sur un programme présidentiel. Donc quand vous avez cette culture-là, c'est très compliqué d'introduire la culture du compromis. Mais peut-être qu'effectivement, comme vous l'avez dit, face à la situation en 3 blocs, si celle-ci perdure, une culture de compromis va devoir être trouvée parmi les partis politiques, mais ça suppose donc de revoir la notion même de l'engagement pour la présidentielle. Sauf septembre, ce qui est en train de se jouer, en fait. Oui, en fait, ce que je retiens de l'intervention de Julien Mauricio, c'est 2 choses, en fait. C'est qu'il y a d'une part, dans une partie de la population, c'est difficilement quantifiable, mais un sentiment, on va dire, de dépossession de son destin, la sensation de perte de contrôle sur sa vie économique individuelle, mais également sur la vie de la nation, qui s'illustre par beaucoup d'indicateurs, la crise économique qui est persistante, le déclin, le fait que le pouvoir d'achat n'ait pas progressé dans notre pays depuis plusieurs années, le fait qu'on a une révolte aussi fiscale, donc on paye, les gens ont la sensation de payer beaucoup d'impôts pour avoir des services publics qui ne sont pas forcément au rendez-vous, en tout cas de leur point de vue. Et donc cela crée une sensation de perte de contrôle, en fait. On pourrait ajouter plein d'autres indicateurs sur l'insécurité, sur plein d'autres sujets. Mais également, ce que je note aussi, et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau non plus, c'est la crise de confiance dans la politique. Si on prend le dernier baromètre Cevipof pour Sciences Po, 26% seulement des Français ont confiance dans les politiques. C'est-à-dire que dans toutes les administrations, dans toutes les institutions, les politiques font partie de ceux qui emportent le moins l'adhésion des Français. 26%. Par exemple, la justice, c'est 40%. La police, c'est 80%. L'armée, c'est 90%, etc. Donc, dans les pôles de repère du fonctionnement d'une société, les politiques ont, on va dire, un déclin. Ensuite, après, ce qu'il faut quand même dire, et là où je m'inscrirai un petit peu en faux avec ce qu'a dit M. Marissos, c'est que les Français ont certes moins confiance dans les politiques, mais participent, en tout cas lors des élections législatives, de plus en plus quand même aux élections. Aux élections législatives, on a eu un sursaut démocratique, un taux de participation à 75%, ce qui laisse quand même 25% de Français qui ne votent pas, c'est vrai, mais dans ces 25%, il y a de l'abstention réelle, motivée, comme ce qu'a dit M. Marissos, mais il y a aussi le phénomène de mal-inscription. Enfin, il y a énormément de phénomènes qui expliquent pourquoi aujourd'hui les gens ne vont pas voter. Oui, mais il y a aussi beaucoup de désenchantement vis-à-vis de cette action de voter, surtout quand il s'agit de voter pour une façon-là de leur vote. Oui, la dépossession du droit de vote s'explique par plusieurs points. Il y a un point sur notamment la question de le référendum, le fait que les Français ont voté à certains moments pour des référendums, notamment on se souvient du référendum de 2004 qui a été ensuite après la décision contraire, donc le traité de Lisbonne a été voté au Parlement quelques années plus tard sous Nicolas Sarkozy, et donc le fait qu'on n'ait pas respecté le vote des Français, le non, fait qu'aujourd'hui on peut se dire même le référendum qui est l'argument de vote populaire par excellence n'est pas respecté, et donc notre position n'est pas respectée. Et puis vous avez après un deuxième sujet qui est effectivement porté plutôt sur les partis politiques, c'est est-ce que lorsque l'on vote pour un parti politique, qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche, ou même qu'il soit du Rassemblement national dans certaines collectivités territoriales, ou même d'extrême gauche, est-ce que cela change concrètement notre vie ? Pas forcément, mais ça s'explique d'une part par les politiques dans un premier temps, mais d'autre part également par ce que l'on appelle les facteurs d'impuissance publique. Le fait qu'aujourd'hui, les politiques n'ont peut-être pas non plus autant de marge de manœuvre pour prendre des décisions qu'auparavant. Et c'est intéressant que vous disiez ça, parce que François Bayrou est revenu sur cette question des droits de douane ce matin, et il a dit, c'est une décision sur laquelle on n'avait pas forcément la main. Il le reconnaît, il le dit à la tribune devant des producteurs de champagne notamment qui exportent aux États-Unis. Et puis il dit on aurait pu à défaut s'abstenir de dire qu'elle était formidable. On a cette dépossession de la puissance publique qui s'est effectivement manifestée ainsi ce matin. Et il y a une dépossession des électeurs qui du coup effectivement votent pour des gens qui ne peuvent pas appliquer ce qu'ils veulent, ce pourquoi ils votent. Mais il y a aussi une dépossession des politiques parce que vous avez beaucoup aujourd'hui pour construire une politique publique. Nous on travaille énormément sur ces sujets, sur tous les sujets immigration, sécurité, économie, écologie, etc., éducation. En fait, les politiques sont aussi
tributaires de blocages ou de verrous supranationaux, l'Union européenne par exemple, parce que la politique commerciale aujourd'hui est une politique communautaire, la politique agricole est une politique communautaire, mais également infranationaux, la justice par exemple. Par exemple, on a aujourd'hui le Conseil constitutionnel qui peut censurer des lois faites par les politiques. Vous avez aussi certains corps dans l'administration qui refusent certaines réformes. Vous avez également aussi ensuite après les associations, etc. Beaucoup de choses qui bloquent aujourd'hui les politiques. Bon, c'est compliqué pour vous.